Euh, Bonjour, bienvenue, merci de m'accueillir, merci à la Cinémathèque de Toulouse et merci à la DRC d'accompagner en quelque sorte la ressortie bientôt en salle de deux films, dont l'un que vous venez de voir, donc Tulen Blacktop, Macadam à deux voix, et l'autre film, le film de Richard Sarafian qui s'appelle Vanishing Point, Point limite zéro. Deux films donc qui servent en quelque sorte mais parmi les plus beaux du genre. Je vais revenir sur cette notion de genre parce que elle est à la fois problématique et éclairante. Deux films qui vont servir entre guillemets de tête de gondole à la programmation que va, mais je crois qu'il vous en a déjà parlé, Rodolphe Laurembert, va servir de tête de gondole à la sortie de plusieurs films concernant ce qu'on appelle le road movie américain. Et c'est vrai qu'avec Jean-Baptiste Thoré, on a consacré un ouvrage aux éditions Webec au road movie qu'on a sous-titré, enfin qu'on a intitulé Road Movie USA, parce que s'il y a bien une chose qu'on peut affirmer d'emblée, c'est que des road movies, des films de road movie, on en trouve dans tous les pays, en France, en Espagne, en Australie. Mais là où ça fait histoire, là où en quelque sorte cette notion de road movie non seulement traverse le temps, mais peut faire levier, c'est bien et à mon avis uniquement aux États-Unis, en lien avec le territoire américain. Complique quoi. Alors pourquoi ce film? Parce que ça me permet de dire plusieurs choses. La première, c'est que lorsqu'on a eu, donc je disais, un seul pays, à mon avis, mérite en quelque sorte que, à travers le road movie, on fasse histoire, c'est les États-Unis, donc un seul continent. Mais en revanche, ce qui nous a intéressé avec Jean-Baptiste Thoré quand on a préparé cet ouvrage, c'est que on a coutume de dire, et on conçoit très souvent, que le road movie naît, commence, apparaît avec Easy Rider en 1969. Easy Rider, le film de Dennis Hopper avec Peter Fonda, et qui est vrai, est vraiment une pierre de touche du genre, ou en tout cas de ce style, et je vais y revenir. Mais il nous a apparu tout aussi vrai que Easy Rider était un film important, que pour autant il était l'arbre qui cachait la forêt. Et que si on voulait en quelque sorte parler du road movie, c'était presque absurde de commencer avec Easy Rider. C'est quelque chose. En fait, Easy Rider, c'est quelque chose qui continue avec ce film. D'ailleurs, Easy Rider est un film. J'y reviendrai peut-être aussi si j'ai le temps. C'est un film nostalgique. C'est un film qui regarde dans le rétroviseur. C'est un film qui regarde derrière lui, qui regarde quelque chose qui a eu lieu avant lui. Et que si on voulait cerner quelque chose d'un corpus du road movie, il fallait pas commencer là, mais il fallait commencer le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est-à-dire, on pourrait dire, ça pourrait commencer avec le cinéma, ça peut commencer avec Les Migrants de Charlie Chaplin, parce que pour que, en quelque sorte, l'espace américain vous soit donné, encore faut-il y entrer dans cet espace. Et pour y entrer, il faut passer la porte d'or, c'est-à-dire Ellis Island, il faut entrer en Amérique. Hein, je vous apprends rien en disant que l'Amérique est peuplée d'immigrés, et que pour commencer, on peut commencer par Charlie Chaplin, on peut commencer par ce salut à la Statue de la Liberté. C'est par là, en quelque sorte, qu'on entre à la fois dans le pays réel, et on pourrait dire le pays d'Oz, c'est-à-dire le pays imaginaire, puisque les immigrés qui viennent aux États-Unis, que ce soit au 19e siècle ou au 20e, viennent avec une idée du pays, viennent avec une idée de l'Amérique, avec un fantasme en tête, que ça va être le pays du lait et du miel, que ça va être le pays où les pavés sont en or, ça va être le lieu où quelque chose de ce qu'ils ont quitté, la famine, la persécution, la tyrannie, ne va pas se reproduire, puisqu'en quelque sorte, j'allais dire Hollywood, l'Amérique est un lieu rêvé. Bon, donc, disons, on pourrait, si on veut, commencer, pour faire au plus clair, commencer avec Charlie Chaplin, mais L'Immigrant, c'est en 1917. De la même façon, on peut commencer avec The Wizard of Oz, on peut commencer avec Le Magicien d'Oz, qui date de 1939. Mais 1939, c'est aussi l'année des Raisins de la colère de John Ford, d'après le roman de John Steinbeck. Et Les Raisins de la colère, bien évidemment, on n'appelait pas ça à l'époque un road movie, mais disons, c'est un travelogue. Donc là, travelogue, c'est un terme de l'époque qui désigne ce qu'il désigne, c'est-à-dire un film de transhumance, un film de voyage, un film d'avancée. On avance dans quelque chose, on progresse. Bon. Donc c'est ça vraiment, c'est une idée forte, me semble-t-il, concernant ce présupposé genre, c'est que
il se confond en fait avec ce qu'on pourrait appeler aux États-Unis une culture de la route. La culture de la route, c'est, on pourrait dire the road art. C'est comme si il y avait, oui, un art de la route, l'art de prendre la route, mais que la route était un motif de l'art. Et ça vaut aussi bien pour la littérature américaine, hein, de Walt Whitman au milieu du 19e siècle jusqu'à Jacques Kerouac au milieu du 20e siècle. Walt Whitman, le poète américain, écrit un poème qui s'appelle The Song of the Open Road, donc le chant de la route ouverte, disponible. Il y a dans, qu'on pourrait dire presque dans les gènes de l'histoire américaine, il y a cette idée de la mise en branle, de la mise en mouvement, de l'avancée à travers un territoire. Et Jacques Kerouac, je n'ai pas besoin de vous faire là aussi un dessin, vous connaissez la légende qui est vraie en partie, à savoir que Sur la route, son roman le plus célèbre, il l'a écrit en 3 semaines, mais en fait, c'est 3 semaines qui lui auront demandé plusieurs années auparavant, hein, plusieurs années d'errance de coast to coast, de est-ouest, de ouest-est avec son pote Neil Cassady. Et pendant toutes ces années où il a amassé des expériences, des notes, il essayait d'écrire, pas forcément ce roman-là, mais aussi celui-là. Et puis en 3 semaines, le roman vient. Il invente même un dispositif pour écrire ce roman, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des feuilles dans la machine, il met un rouleau. Il met un rouleau qui fait 40 mètres et qui lui permet de taper sans discontinuer, c'est-à-dire sans changer de page. Il invente en quelque sorte un dispositif qui évidemment figure lui-même le rouleau, la route qu'il a prise et la route sur laquelle il écrit. Donc du rouleau à la bobine, je vous laisse, toutes les allégories et toutes les images sont possibles, mais on dit que donc il l'a écrit en 3 semaines et on a calculé, enfin les exégètes ont calculé qu'il avait dû, pour écrire ce roman en 3 semaines, taper 35 000 signes par jour. Donc quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on est déjà, on voit bien que ce qui se superpose à la mythologie de l'écriture de ce roman, c'est qu'on donne déjà le nombre de signes comme d'autres donnent le nombre de kilomètres ou la vitesse qu'ils ont mis à parcourir une telle étendue. Bon, ici c'est du papier, mais c'est métaphoriquement la même chose. Tout ça pour dire qu'il y a effectivement aux États-Unis un road art qui serait de la littérature, comme je viens de le dire, mais c'est aussi la peinture. La peinture de Remington au XIXe siècle, c'est les paysagistes américains, mais c'est aussi un peu plus tard et dans les années 30, et ça importe beaucoup, toute cette école photographique américaine qui a documenté l'Amérique de la dépression et qui a filmé la transhumance justement de tous ceux qui étaient obligés de quitter leur État du Kansas, de l'Arkansas et de l'Oklahoma pour essayer de trouver de quoi survivre en Californie. Tout ce travail documentaire photographique vient évidemment s'inscrire dans la lignée de cette tradition artistique qui fait que la route est un phénomène culturel aux États-Unis. Et si c'est un phénomène culturel aux États-Unis, c'est parce que l'idée de prendre la route a à voir tout simplement avec la fondation du pays. Avant même qu'il existe des routes, il existait des pistes, des fleuves, il existait des tracés, et il existait, avant même les tracés, des terres vierges. Et bien évidemment, ce qui a fondé l'histoire et la mythologie de cette histoire aux États-Unis, c'est la conquête de l'Ouest. Ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire cette théorie du peuplement d'espaces supposés vierges d'Est en Ouest. Je dis supposés vierges parce qu'évidemment, ils n'étaient pas tout à fait inhabités. Cette culture-là, reprise ensuite par le western, c'est évidemment l'histoire même de l'Amérique, l'histoire même de son peuplement, l'histoire même de sa colonisation, l'histoire même, et on comprend que cette histoire même, elle est le résultat et en action un road movie, si je puis dire, puisqu'il s'agit d'avancer, il y a même un historien américain qui s'appelle Frederick Jackson Turner, qui en 1893 a édicté, publié, et c'est devenu en quelque sorte une pierre de touche, ce qu'il a appelé la théorie de la frontière. La théorie de la frontière, au moment où il la formule, en même temps il lui donne un nom, et en même temps, à ce moment-là, il la déclare finie. Puisque en 1890, le Bureau du recensement américain décrète que ce qu'on appelait justement la frontière, c'est-à-dire en fait la ligne de peuplement de l'espace supposé vierge, cette ligne de peuplement s'est suffisamment fractionnée pour qu'on puisse
plus parler de lignes. Et que donc, en quelque sorte, la conquête du territoire américain est entre guillemets terminée et que les espaces vierges ont été colonisés et que d'une certaine manière, on passe dans une nouvelle phase historique. Mais jusqu'en 1890, selon cette théorie historique, le pays américain, le continent américain est en cours de peuplement, est en cours d'occupation, quels que soient les termes que vous voulez employer, toujours est-il qu'il aura fallu, en carriole, à pied, à cheval, il aura fallu, en bateau, il aura fallu avancer dans ce territoire, s'installer à différents endroits, aller plus loin, continuer, puisque, par définition, ce territoire est immense. Bon. Donc tout ça pour dire que le road movie, lui, en tant que genre cinématographique, d'abord il s'inscrit dans une histoire, et ensuite, lui-même, il s'inscrit dans une histoire du cinéma. Et qu'on est absolument légitime à commencer ou à décider que le road movie en passe par le film de Victor Fleming, Le Magicien d'Oz, parce que ça serait curieux de le faire commencer en 69, tout simplement parce qu'Easy Rider réveille en quelque sorte quelque chose et a du succès. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le terme de road movie succède de loin au phénomène. Le phénomène que je vous ai décrit, tant artistique, rapidement, avec les exemples de Whitman ou de Kerouac, que ce soit en peinture, que ce soit en photographie, que ce soit dans l'histoire même des États-Unis, quand le cinéma naît, ce terme de road movie, il ne naît même pas au moment d'Easy Rider en 69. Au moment d'Easy Rider en 69, on parle peut-être de travelogue, on parle de road picture, on parle de road film, mais le terme de road movie va commencer à apparaître dans la presse culturelle américaine à partir d'un film de l'année d'après qui s'appelle Five Easy Pieces, qui est un film de Bob Rafelson, 5 pièces faciles avec Jack Nicholson. Et là, on commence à voir apparaître le terme de road movie. Et ce terme-là va rester en concurrence avec d'autres. Et c'est à partir du milieu des années 70 que le terme, en quelque sorte, de road movie va en quelque sorte l'emporter et s'imposer. C'est-à-dire très tardivement, et presque à un moment, milieu des années 70, où l'incroyable effervescence du genre, à partir d'Easy Rider et de son succès, est en train de retomber, et quelque chose du road movie est en train de se calmer ou de se dissoudre. Donc, le terme, en quelque sorte, est presque terminal. Le phénomène précède de loin son appellation. Bon. Voilà, ça, c'est ce que je voulais peut-être dire d'emblée pour essayer à la fois de définir le terme, de vous montrer que le terme vient après la chose, si je puis dire, le mot après la chose, que la chose elle-même, elle est constitutive de l'histoire, et c'est important de le dire en même temps, de la mythologie américaine, puisque cette histoire est mythologisée, puisqu'elle repose sur un déni, sur lequel je reviendrai, et que le cinéma et le road movie, en quelque sorte, prend la suite de cet espace qu'on a dit interminable, qu'on a dit ouvert, qu'on a dit fermé au moment où la frontière est close, et en quelque sorte, 1890, le moment où le bureau du recensement américain dit « la frontière c'est fini, la conquête de l'Ouest c'est terminé, rentrez chez vous, maintenant poussez la porte et cultivez vos champs ou fondez des villes et des églises », et 1895, disons, pour employer une date connue en France, naissance du cinéma. C'est-à-dire que c'est comme si le cinéma prenait sous une forme de consolation, prenait imaginairement le relais de cet espace infini pour créer sur l'écran la trace, la représentation de cet espace. Vous connaissez la phrase d'André Bazin qui disait « le western, c'est le cinéma, le western, c'est le cinéma par excellence » ou « le cinéma américain par excellence », comme si les deux se confondaient. Donc le cinéma, en quelque sorte, vient prendre la relève d'un phénomène historique sous forme de représentation et de spectacle. Donc, est-ce qu'on peut dire du road movie qu'il est un genre ? Oui, sans doute, un genre tardif ou un genre qu'on pourrait dire au contraire natif. C'est un genre, mais en même temps, on pourrait tout aussi bien dire que c'est un sous-genre, parce que, j'essaierai de le montrer aussi, d'une certaine manière, le road movie doit bien évidemment, déjà parce que tout ce que je vous ai dit, ça s'entend, doit énormément au western. J'y reviendrai ou pas, mais le western déjà dans
dans sa structure, dans son organisation, combien de récits de transhumance, combien de récits de voyage, combien de récits de convois, combien de récits de troupeaux, combien de récits d'est en ouest. Bon, d'ailleurs, au moment où le road movie, dans les années 70, va en quelque sorte réémerger, ça correspond comme par hasard à un moment où le western, lui, est en total déclin aux États-Unis. On tourne quasiment plus de western aux États-Unis, puisqu'à partir du début des années 60, c'est plutôt la télévision américaine, des séries comme Rawhide, par exemple, avec Clint Eastwood, qui prend le relais, en quelque sorte, d'un genre hollywoodien qui commence à donner des signes de faiblesse. Mais toujours est-il que les quelques rares westerns qui survivent ou qui surnagent dans les années 70 commencent à ressembler eux-mêmes à des road movies, alors que les road movies, eux, n'en finissent pas de regarder, comme je disais, dans le rétroviseur pour retrouver, en quelque sorte, le western. Dans Easy Rider, il y a un exemple canonique et quasi schématique, tellement il est... c'est le nez au milieu de la figure, on ne peut pas le rater. À un moment, l'un des deux bikers crève un pneu. Je crois que c'est Captain America, Wyatt, joué par Peter Fonda. Peter Fonda, fils de Henry Fonda, qui joue dans Les Raisins de la colère, entre autres. Peter Fonda donc a crevé un pneu. Il s'arrête dans une grange. Et à eux deux, au premier plan ou au deuxième plan, on les voit réparer leurs pneus, changer la roue et tout ça. Et au premier plan, dans la même perspective, on voit deux fermiers en train de ferrer un cheval. Donc on ne peut pas faire plus clair en termes de généalogie rêvée, en termes de filiation idéale entre, disons, le western et le road movie, tel que le conçoit Dennis Hopper et Peter Fonda, fils d'Henry Fonda. C'est-à-dire que vraiment le western et John Ford en particulier sont vraiment en quelque sorte la source à la fois nostalgique du road movie et la source critique. Mais ça, je vais en redire un mot tout à l'heure. Ce que je voulais dire aussi, c'est que... donc je disais, c'est donc un sous-genre, puisqu'il est à la fois, il est en quelque sorte héritier, disons, du western, et en même temps, c'est un surgenre, puisque, comme je vous le disais, il n'a pas attendu de s'appeler road movie pour exister, puisque d'une certaine manière, toute l'histoire américaine s'écrit ou se rêve sur la route et se vit sur la route. Donc d'une certaine manière, le road movie, c'est pour ça que je disais, c'est intéressant quand on l'applique aux États-Unis. D'abord parce qu'il y a énormément d'exemples de films qui peuvent venir abonder un corpus pour traiter de ça aux États-Unis, mais surtout parce que c'est un genre qu'on pourrait dire constitutif de l'histoire des États-Unis et presque dans son ADN. Ce qui m'intéressait aussi dans l'extrait que je vous ai montré du Magicien d'Oz, vous l'avez vu, quoi. C'est la route jaune, The Yellow Brick Road. On prend la route. Quand Dorothy a un problème et qu'il lui faut aller voir le Magicien d'Oz parce qu'il aurait toutes les réponses, elle dit au revoir à ses copains et elle prend la route. Elle prend la route, et là où j'ai arrêté l'extrait, c'est qu'elle arrive à un carrefour, et évidemment la route va être pour elle, entre autres, source de nouvelles aventures, d'expériences. Elle sort de chez elle, elle n'est jamais sortie de chez elle. C'est un film de 1939, c'est-à-dire c'est un moment, et c'est pas un hasard, où l'Amérique, la politique, la diplomatie américaine, à l'heure de la montée des périls, comme on dit, défend une politique isolationniste. Défend on reste à la maison, on reste chez soi. Bon, elle prend la route et en chemin, vous le savez, elle va faire des rencontres. Elle va rencontrer l'épouvantail, le lion. Elle va rencontrer l'homme de fer blanc. Elle va constituer une petite famille ou petite communauté et avec eux, elle va voyager. C'est intéressant le voyage de Dorothy et du Magicien d'Oz parce que, en tout cas, nous, dans cet ouvrage dont je vous parlais, que j'ai écrit avec Jean-Baptiste Auré, on en a fait en quelque sorte notre principe directeur. On s'est dit, c'est le principe d'Oz. Qu'est-ce que c'est le principe d'Oz ? C'est, par définition, j'ai un problème, quand je suis américain, la résolution de mon problème, elle tient au fait de me mettre en route. Me mettre en route va commencer à résoudre mon problème. Je ne sais pas comment la route va le résoudre, mais je fais le pari et j'ai l'espoir et je sais d'expérience en quelque sorte presque innée que la route va en quelque sorte développer mon problème et le transformer en solution. Bon, ça c'est, disons,
L'élan euphorique, c'est l'ouverture d'Easy Rider, par exemple. L'ouverture d'Easy Rider, on voit les deux bikers à moto, ils font rêver, ils conduisent sans casque, ils sont sur la route est à eux, le vent, le soleil, ils sont jeunes. Open road, c'est ouvert, c'est donné, c'est là. Bon. Mais ça se complique pour Dorothy parce que quand elle arrive à son point d'arrivée, quand elle arrive au Magicien d'Oz, quand elle arrive là où elle pensait qu'était le terme de son voyage, puisque vous savez elle dit « Somewhere over the rainbow ». C'est sa grande chanson, hein, quelque part au-delà de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas de limite dans l'espace américain qu'on peut aller au-delà de l'arc-en-ciel. « Somewhere over the rainbow ». Et il y a une expression américaine que j'adore et qui est absolument explicite, qui dit « The sky is the limit ». Bon, le ciel, c'est la limite. Autant dire que, voilà, par définition, il n'y en a pas de limite. C'est un espace infini. Donc, elle est entre comment dire, the sky is the limit ou over the rainbow. Et puis, ce qu'elle dit, there's no place like home. Il n'y a pas mieux qu'à la maison. Moi, je veux rentrer au Kansas. Donc, elle est prise entre ce désir d'infini et un point d'origine. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est qu'à la fin, quand elle rencontre la Fée du Nord lui dit quelque chose. Alors, je vais vous citer exactement parce que le dialogue vaut la peine. La Fée du Nord dit ceci. Elle dit ça à Dorothy. Elle lui dit « Vous avez toujours eu... » Parce que Dorothy lui dit « Mais je veux rentrer à la maison, mais comment faire ? J'ai un... » Bon. La Fée du Nord lui dit « Vous avez toujours eu le pouvoir de rentrer au Kansas. » Alors là, l'épouvantail prend la défense de Dorothy. Il dit « Mais pourquoi ne pas lui avoir dit plus tôt ?» Et la Fée du Nord répond « Parce qu'elle ne m'aurait pas cru, elle devait l'apprendre par elle-même. » Et la Fée ajoute « Il fallait qu'elle le découvre seule. » Bon. Ce qui voudrait dire que, d'une certaine manière, elle n'est allée aussi loin que pour découvrir ce qu'elle savait déjà, à savoir qu'elle voulait rester chez elle. Mais il n'y avait, et c'est là le paradoxe, et comme un savoir bloqué, il n'y avait que de se mettre en mouvement, que de voyager qui pouvait le lui apprendre. Donc, le voyage lui apprend ce qu'elle savait déjà, mais elle ne pouvait pas le savoir sans voyager. C'est le paradoxe d'Oz, ou c'est, disons, le principe d'Oz, qui fait que tout le monde va se mettre en branle ou en mouvement dans le même espoir. Le même espoir de résolution, d'abord la joie de l'élan. Il y a un livre génial qui est paru à la fin des années 70, un historien de la littérature américaine qui s'appelle Pierre-Yves Pétillon, et qui a écrit un livre qui s'appelle La Grande Route, qui est paru en 79, et qui n'est pas un livre de cinéma, mais qui est un livre sur la littérature américaine. Et il traite évidemment de cette culture de la route. Et il a une expression, entre autres, parce que c'est un bonheur de lecture, c'est inspiré de bout en bout, il dit, pour parler de cet élan euphorique, de cette entrée dans l'espace, parce que ça va être l'espace de toutes les résolutions, il dit c'est l'élan phallique. Bon, on ne peut pas dire mieux, hein, c'est un espace érectile, c'est un espace d'érection, c'est un espace de joie et de jouissance. Le début de Easy Rider, c'est ça la promesse, c'est ça qui est donné, l'élan phallique. Bon, donc c'est ça Dorothy, elle est toute pimpante avec ses chaussures, elle part sur la route jaune, et en avant, l'espace est donné, l'espace est là, l'espace est un espace de promesse. Et puis, donc, il y a cet espoir-là, et puis il y a l'espoir qu'en chemin, on fasse des rencontres, des expériences, que quelque chose effectivement se produise en route et nous change, et puis qu'on découvre, au bout du compte, que ce qu'on cherchait, c'était, sinon sa maison, du moins une maison. Et que ce qu'on cherchait, c'était un lieu pour vivre, un lieu pour habiter, un havre de paix, bref, une utopie incarnée qu'on s'est mis en route pour trouver pour soi intimement, comme, je dirais, alors ça c'est ce que j'essaierai de dire à la fin, comme pour l'histoire des États-Unis, on va en repasser par une histoire pour en quelque sorte la résoudre définitivement et l'accomplir. Sauf que, à partir du principe d'Oz qui, lui, se déroule avant la Seconde Guerre mondiale, et que le road movie dont je vous ai parlé, qui recommence avec Easy Rider à partir de la fin des années 60, ben évidemment, l'Amérique n'est plus la même. C'est-à-dire que le principe d'Oz, il va toujours être actif, il va toujours être désiré,
aller au plus loin pour savoir que en fait on a toujours voulu rentrer chez soi et rentrer effectivement chez soi, parce que Dorothy, elle est exaucée à la fin. À la fin, il y a de nouveau un cyclone, une tempête qui la ramène au Kansas. There's no place like home. Elle a voyagé, aller-retour. Le retour était prévu par la Fée du Nord. Bon, sauf que à partir du moment où la guerre a eu lieu, puis ensuite les grands épisodes de l'histoire américaine, assassinat de Kennedy, guerre du Vietnam, absolument contemporain de l'efflorescence ou de la renaissance du genre road movie. Guerre du Vietnam, scandale du Watergate, démission de Nixon, toute cette série de scandales, tout ce qu'on a appelé cette période, je résume à grands traits, mais tout ce qu'on a appelé cette période dite de la contre-culture américaine, et qui a fondé, ou en quelque sorte qui a nourri le road movie, puisque le road movie, grosso modo, c'est un genre de hippie, hein, c'est un genre pour hippie, si on peut dire. Toute cette agitation, toute cette effervescence, tout ce qu'on a appelé the movement, toute cette contestation rend, d'une certaine manière, le pays d'Oz, c'est-à-dire les États-Unis, beaucoup moins habitable, beaucoup moins une terre où, en quelque sorte, les rêves des immigrants ou les rêves de Dorothy se réalisent. Et donc, on va assister à la reconduction du principe d'Oz et, en quelque sorte, à sa perversion, c'est-à-dire à sa dissolution. Pour ça, je vais vous remontrer ce que vous venez de voir, c'est-à-dire les 2 dernières minutes de Macadam à 2 voix, Tulane Blacktop, d'abord parce que ça fait pas de mal, et aussi parce que c'est une des fins les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Voilà, vous avez vu comme le paradoxe final, c'est-à-dire plus la voiture prend de la vitesse et plus l'image se ralentit, jusqu'à se ralentir encore et arriver à l'arrêt sur image. Et c'est phénomène qu'on pouvait encore expérimenter quand on projetait du 35 mm. Si la pellicule s'interrompt, le défilement de la pellicule s'interrompt dans l'obturateur, évidemment la pellicule brûle. Donc paradoxe dont le film est je dirais l'incarnation entre vitesse et lenteur, vitesse et arrêt. Bref, c'est un film incroyable. Mais je vais essayer je vais essayer de rester sur ma ligne, parce que si je commence à vous dire ce que je pense de Tulane Blacktop, je vais m'écarter. Mais quand même, il y a plusieurs choses là. Comment dire il y a alors, ouais. Le film est à la fois une boucle, puisque on peut considérer que, d'une certaine manière, c'est un film sans fin. On peut considérer que le film se termine là où il a commencé. On a commencé par une course, on finit par une course. Le temps est devenu cyclique, c'est-à-dire que déjà, ça devient beaucoup plus compliqué d'arriver quelque part quand le temps tourne en rond et quand l'espace lui-même semble en quelque sorte circulaire. C'est beaucoup plus difficile d'arriver à son point d'arrivée quand on tourne comme sur un circuit, quoi. Et le film est une boucle, et dans l'esprit du cinéaste Monty Hellman, c'est évidemment pas pour rien que presque les emblèmes du cinéma en tant que support, sont exposés dans le film. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est la pellicule elle-même du film qui brûle. Comme au début, vous vous souvenez, sur le générique, on voit défiler la bande jaune au sol, qui évidemment, dans le cadre de l'image, représente la bande son que vous voyez quand vous regardez une pellicule 35 mm. Pellicule 35 mm, il y a un cadre image, et à côté, il y a une bande son, exactement comme vous avez la bande jaune à l'image. C'est-à-dire que le film représente, en quelque sorte, le support pelliculaire sur lequel lui-même s'inscrit. Donc, le film fait une boucle, et c'est une boucle de film. D'ailleurs, à la toute fin, dans l'extrait que je vous ai montré, vous avez vu, quand il regarde à l'intérieur du capot, on voit... Alors là, on le voit moins que dans la copie que vous avez vue, le DCP que vous avez vu. On voit un moulin ou le moteur tourner, et on voit du rouge. Bon, et ce rouge, c'est évidemment quelque chose qui fait penser là aussi dans son mouvement au projecteur, le projecteur qui projette le film. De même qu'à ce moment-là, on peut penser que c'est le cœur mis à nu, ce rouge, le cœur mis à nu du personnage qui vient de subir une déconvenue dont il ne se remettra pas. Parce qu'évidemment,
l'autre aspect de cet extrait, et avec le film de Monty Hellman, on ne peut jamais totalement décider, il y a une ambivalence et il y a en quelque sorte une telle richesse que tout cohabite. C'est à la fois un film qui ne se terminera jamais, c'est une boucle dans le projecteur, ça finit par là où ça a commencé, ça recommence par là où ça a fini, et en même temps, évidemment, on peut considérer que dans cette brûlure de la pellicule, c'est évidemment un cœur et un corps qui brûlent, c'est un suicide, et que dans cette vitesse finale, le personnage décide, parce qu'il a subi, même si ça passe quasi inaperçu dans le film, parce que le film est tout sauf hystérique, il n'y a rien il y a rien de tout ça, il y a rien de, les affects ne sont pas psychologisés et en quelque sorte on est plus du côté de Bresson que de l'explication de texte, mais toujours est-il que il a perdu la femme dont il est tombé éperdument amoureux et il décide en quelque sorte d'en finir. La manière dont il ferme la fenêtre de sa voiture et la manière dont le son est traité à ce moment-là, qui est quasiment un bruit de piscine, vous savez, comme dans le vestiaire, là on est comme dans un sous-marin, c'est-à-dire qu'il s'isole complètement, il devient complètement autiste. Pas dire qu'il ne l'était pas déjà, mais il devient complètement autiste, il s'enferme. C'est-à-dire que là où il va, personne ne peut le rattraper, personne ne peut encore le sauver. Mais juste avant, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que, entre autres, c'est que avant de fermer la fenêtre, il a un regard de côté. Il regarde une sorte de paysage quelconque, comme il y en a beaucoup dans le film, puisque on peut dire que le paysage américain dans un film comme Tool and Blacktop est déglamourisé. Tous les espaces qui d'ordinaire font rêver, parce que tellement américain, la pompe à essence, le garage, le fast-food, enfin le snack, le machin. Là, ils ont tous des couleurs, bon, pas foliche, mais ils sont presque interchangeables. C'est comme des espaces indifférents. C'est comme des paysages qui pourraient effectivement échanger leur place. C'est-à-dire que quelque chose du traitement hollywoodien du paysage américain, y compris urbain, est là en quelque sorte presque désaturé ou indifférencié. Mais surtout, il regarde par la fenêtre et il voit quand même quelque chose. Il voit quelque chose qui est absolument hors de portée. Et ce qu'il voit, c'est une ferme, une maison. Il voit des chevaux, il voit une exploitation agricole, il voit une maison, il voit un home. Et ce home-là, qui est le home de Dorothy, qui est le home du Kansas, le désir de rentrer à la maison, il est toujours dans le champ de vision, mais il est devenu inaccessible. Il est devenu irrattrapable. Il y a dans le film le Tool and Blacktop, le personnage incroyable, celui qui parle tout le temps, joué par Warren Oates, qui conduit la Pontiac. Il dit, vers la fin, il dit à la fille, il lui dit, parce que lui aussi, il croit qu'il va pouvoir faire maison avec elle, il va pouvoir faire couple, et il lui dit, we'll build a house. Pour essayer de la tenter, il lui dit, on va construire une maison. Donc ils sont tous à la recherche de la possibilité de construire un lieu où enfin ils vont pouvoir s'arrêter. Ils vont pouvoir sortir de leur orbite. À un moment, je crois même que l'un des personnages dit ça, si je quitte pas mon orbite, grosso modo, je vais me satelliser à jamais. Ils sont tous à la recherche de ça. Et Monty Hellman a dit que lorsqu'il avait fini le premier montage de Tool and Blacktop, le film durait 3h30. Et donc, il l'a ramené à un peu moins de 2 heures. Et entre autres séquences qu'il a coupées, il en raconte une où il dit, à un moment, donc le pilote et le mécanicien, donc joué par James Taylor et Dennis Wilson. James Taylor était un musicien, compositeur de son époque, très connu, folk singer, et qui incarnait cette jeunesse nouvelle américaine. Et l'autre, Dennis Wilson, c'était le batteur des Beach Boys. Donc autant dire que c'est pas 2 acteurs professionnels, mais en tout cas voilà, James Taylor et Dennis Wilson. Et Monty Hellman raconte que dans cette séquence qu'il a coupée, à un moment, ils sont poursuivis par la police, ils arrivent à s'échapper et ils se rangent sur le bas-côté et ils sortent de la voiture. Et là, ils avancent un peu dans la campagne et ils arrivent devant une maison. Et ils regardent par la fenêtre. Ils regardent par la fenêtre en silence et ce qu'ils voient, c'est une famille en train de dîner. C'est tout, ils ne font pas de commentaires. Et Monty Hellman dit, c'est tout, et après remontez dans la voiture, vous en pensez ce que vous voulez. Bon, on en pense effectivement ce qu'on veut. C'est-à-dire que soit ça représente cette famille qui dîne, ce qu'ils ont quitté et ce qu'ils ont voulu quitter, c'est-à-dire grosso modo l'idéologie bourgeoise, la famille, l'American way of life dans ce qu'il a de plus strict,
Ou alors, au contraire, ça représente, là encore, un point d'origine, celui-là même dont ils sont nostalgiques, qu'ils voudraient retrouver, mais ne pouvant pas y accéder autrement qu'en le regardant par la vitre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là, dans cet espace américain, il y a une distance qui ne peut plus se franchir. Il y a quelque chose qui ne peut plus être comblé, on ne peut plus rejoindre l'origine. C'est-à-dire que les personnages de Macadam à deux voix, mais ça vaut pour le film de Richard Sarafian, Point limite zéro, ô combien, ça vaut pour l'épouvantail de Jerry Schatzberg avec Al Pacino et Gene Hackman, ça vaut pour Easy Rider, ça vaut pour énormément de films road movie des années 70, ce sont tous des exilés de l'intérieur. C'est-à-dire que Charlot pouvait entrer aux États-Unis, il pouvait être cet immigrant accueilli. Certes, il allait falloir survivre, mais enfin, comment dire, la mythologie voulait que cet espace soit ouvert. Les Américains n'ont pas de souche, mais dans le Point limite zéro, le personnage du conducteur s'appelle Kowalski. Et Kowalski, bon, ça a une consonance polonaise, disons. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce personnage est le descendant d'une généalogie, d'une immigration qui a constitué les États-Unis. Sauf que ses descendants, ses petits-fils, sont aujourd'hui des exilés de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils voyagent à travers les États-Unis comme s'ils passaient leur temps à vouloir rejoindre le pays natal, sans jamais pouvoir y parvenir. C'est ce qui rend évidemment les road movies émouvants, c'est qu'ils sont travaillés de l'intérieur par cette poésie de l'exil. Si bien que le home, la maison, est devenue le mobile home. Hein, la maison est devenue sur roue. Le mobile home, c'est quand même une invention américaine, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rejoindre la maison, alors la maison, on va la porter sur son dos. Le mobile home. Le personnage de Warren Oates dans Macadam à deux voix, c'est génial parce que vous avez vu, sa maison, c'est sa voiture. Il a le bar dans le coffre arrière, il a la musique à l'avant, toutes les cassettes, vous voulez quel genre, c'est comme si on était dans son salon, et détail que j'adore, il doit changer de pull une dizaine de fois. Ils ont tous la même coupe, mais tous. Ce sont exactement les mêmes, sauf qu'ils ont toujours une couleur différente. Ça permet à la fois de scander le temps dans un film où on se demande toujours si c'est le même jour, si une semaine après. Non, mais on voit que Warren Oates, tiens, il est passé du jaune au marron, du marron au bleu, tiens, il a un pull rouge. C'est toujours la même coupe, mais il a 10 pulls. Ça veut dire qu'il a toute sa garde-robe aussi dans sa voiture. C'est quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'en aura jamais plus sans doute, mais sa maison est devenue sa voiture, la voiture est la maison. Parce que la maison, elle est plus accessible. C'est vraiment la maison, le point d'origine, c'est, pour le dire d'un mot, c'est le titre original de Point limite zéro, Vanishing Point. Vanishing Point, le point évanoui, le point évanescent, le point dissolu, le point perdu. Ça veut dire que, d'une certaine manière, et c'est en ça aussi que le road movie, évidemment, touche au genre littéraire américain, mais touche au genre, j'allais dire, littéraire majeur, universel, fondateur de l'humanité, qui est l'Odyssée. Hein, on peut tout à fait considérer que les Roadrunners des années 70 sont des Ulysses qui sont incapables de retrouver Ithaque. Ils passent leur temps à chercher Ithaque, et Ithaque a disparu. Bon. Alors on peut dire, les Roadrunners, c'est aussi des Icars. C'est comme à la fin de Easy Rider, c'est comme à la fin de Zabriskie Point. À force, c'est comme à la fin de Point limite zéro. À force de chercher, ils se prennent un mur, ils explosent. Bon. Donc c'est Icare à vouloir trop se rapprocher du soleil, ils tombent dans la mer. Mais c'est aussi Sisyphe. C'est-à-dire que... Tulane Blacktop en est l'incarnation même. Si ce film ne se termine jamais, s'ils sont condamnés à la route, seront toujours satellisés, seront toujours sur orbite et ne pourront jamais rentrer chez eux, ils sont décisifs. D'ailleurs, et c'est ça qui est beau aussi avec Monty Hellman et en particulier avec ce film, c'est que d'une certaine manière, Tulane Blacktop, c'est le premier ou peut-être le seul road movie véritablement moderne. Au sens où ses références à lui sont moins
je parle de ce film-là, sont moins le western, serait peut-être encore... C'est moins l'histoire du cinéma que le mythe de Sisyphe de Camus. Monty Hellman s'en est ouvertement revendiqué. Le mythe de Sisyphe de Camus et En attendant Godot de Beckett. Monty Hellman, là encore, dans les années 50, a été le premier en Californie à monter au théâtre En attendant Godot de Samuel Beckett. Donc, d'une certaine manière, le pilote et le mécanicien, c'est Vladimir et Estragon. En attendant Godot, ça se termine grosso modo par bon, on y va, d'accord, on y va, et Beckett rajoute, et il reste là. Bon, et c'est, je restitue mal, c'est pas exactement les termes, mais grosso modo, c'est ça l'esprit. Bon. Et Monty Hellman est ouvertement influencé par, on pourrait dire, la philosophie ou la littérature ou le théâtre moderne, plus que, disons, par John Ford, avec lequel, lui, et c'est quasiment le seul de tous les cinéastes hollywoodiens des années 70, entretient avec Ford un rapport ambivalent. Autant il a dit son amour inconditionné pour Ma Darling Clementine de John Ford, autant il a dit qu'il détestait La prisonnière du désert. Bon, sacrilège, mais c'est d'autant plus incompréhensible que s'il y a bien un exilé de l'intérieur avant tous les autres, si on peut dire, puisque La prisonnière du désert, c'est 1956, et qu'on est 13 ans avant Tulane Blacktop et l'effervescence des road movies des années 70, s'il y en a bien un qui est un exilé de l'intérieur, c'est bien Ethan Edwards, c'est-à-dire John Wayne, dans La prisonnière du désert. C'est quelqu'un qui va faire exactement ce que font le pilote et le mécanicien, c'est-à-dire il va tourner en rond, jusqu'à ce qu'il trouve Debbie, Natalie Wood, qu'il la ramène chez elle, il la ramène dans son home, et le seul qui n'entre pas dans la maison quand la famille est reconstituée, c'est John Wayne, qui s'en va vers la poussière, l'éternité, Monument Valley, et qui disparaît au loin. C'est-à-dire que le seul qui est interdit de maison, c'est John Wayne. Bon. Donc, évidemment, La prisonnière du désert, c'est un film séminal dans la question comment on est passé de Dorothy qui arrive à rentrer à la maison à ceux qui n'y arrivent plus à y rentrer. Ben, on est passé par Monument Valley, si je puis dire. Et dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, tous les road movies vont raconter à peu près cette histoire. Je vous en signale un, là encore pour vous dire comment on a travaillé le corpus, parce que je vous disais, le road movie n'a de sens que si on commence au plus loin dans le temps, et si on ne commence pas avec Easy Rider. Mais de la même façon, il y a des films qui ne sont pas ouvertement des road movies, mais qui peuvent tout à fait être considérés comme des road movies. À partir du moment où il s'agit d'élan phallique, à partir du moment où il s'agit de traverser d'un espace, pour moi, 2001 Odyssée de l'espace, c'est un road movie. D'ailleurs, quand John Fitzgerald Kennedy a lancé le programme de conquête de l'espace, il a appelé ça la Nouvelle Frontière. Aller sur la Lune, et tous les Américains comprenaient ce que voulait dire The New Frontier. La Nouvelle Frontière, c'était la Lune. La frontière, c'est notre espace. C'est pas un hasard si les premiers à avoir mis les pieds sur la Lune, bien que ce soit contesté, ce sont des Américains. Parce que d'une certaine manière, l'espace, ça les connaît. Bon. Donc, il y a donc l'idée d'élargir aussi le corpus. 2001 Odyssée de l'espace, mais je vous signale un film par exemple comme The Swimmer. The Swimmer, c'est un film de Frank Perry de la fin des années 60, où c'est l'histoire de Burt Lancaster. Alors au début on comprend pas bien, puis après on comprend et on s'inquiète pour lui. C'est un homme qui se promène de maison en maison, c'est que des villas avec des piscines. Il se promène de maison en maison, il est tout le temps en maillot de bain. Et il passe, il a l'air de connaître les gens, il l'accueille, il boit un verre avec eux, il plonge dans leur piscine et puis il passe à côté. Et le film, c'est ça. Et c'est l'histoire de cet homme qui a décidé de rentrer chez lui en passant par les piscines de ses voisins. Donc, c'est comme le fleuve métaphorique de la conquête de l'Ouest, sauf que là, ce sont des piscines, donc projet étrange. Et en fait, on se rend compte, sans vous déflorer le film, que c'est un voyage mental tout autant que réel, et qu'à la fin, tout ça pour ça, son ambition, son rêve était de rentrer chez lui. Sauf que ce qu'on a pris pour un voyage dans l'espace était un voyage dans le temps, et que le point qu'il essayait de rejoindre était un point dans le passé, un passé traumatique, et que la maison qu'il retrouve, elle est en ruine, elle est fermée, et qu'il n'a pas pu, lui aussi, rejoindre le Kansas. Bon. Donc voilà, tous les films des années 70 sont travaillés par cette question. Mais je disais, le Tulane Blacktop, c'est le premier road movie moderne parce que
il les travaillait ni... Et encore, retenons que, ou mettons de côté que Monty Hellman, le western, ça lui est pas du tout étranger, hein, puisqu'il a réalisé avant Macadam à deux voix, il a réalisé 2 westerns. Donc, et là où je vous disais que dans les années 70, western et road movie se tiennent la main ou marchent ensemble, c'est que le scénariste de de Macadam à deux voix, c'est Rudy Wurlitzer. Et Rudy Wurlitzer, c'est un écrivain qui va écrire, la même année quasiment, le scénario de Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah. Et la correspondance, enfin, les 2 films méritent d'être vus ensemble d'une certaine manière, d'abord parce qu'ils ont le même scénariste, mais aussi parce que on voit bien ce qui, de l'un à l'autre, s'échange et ce qui, de l'un à l'autre, passe. Mais donc, Macadam à deux voix, c'est d'une certaine manière le premier road movie moderne, parce qu'à la différence de tous les autres, d'une certaine manière, il ne recourt pas à la mythologie du western, bien qu'il y échappe pas, hein. Je veux dire, le pilote et le mécanicien, les 2 qui voyagent ensemble, si c'est pas James Stewart et Millard Mitchell dans Winchester 73, qu'est-ce que c'est, hein? Et avec la fille, comme elle s'appelle, Shelley Winters, qui est arrivée dans Winchester 73, la fille qui à un moment vient prendre la place d'un des 2. Bon. La fille, c'est une question compliquée dans Macadam à deux voix, et c'est une question passionnante aussi pour le road movie, parce que va se développer dans cette période des années 70 et des années contestataires un road movie féminin. Il va y avoir Les gens de la pluie de Coppola, Badlands de Terrence Malick, et puis l'autre grand chef-d'œuvre de ce drôle de genre qu'est le road movie, Vanda de Barbara Loden. Voilà, pour moi les deux gestes les plus radicaux de cinéma dans le genre du road movie, c'est ce film-là, Tool and Blacktop, et Vanda de Barbara Loden. Et donc, oui, c'est dans Macadam à deux voix aussi qu'à un moment, seul moment quasiment, où un des personnages formule quelque chose qu'on doit comprendre de manière quasiment phénoménologique, c'est-à-dire du fait de ce qu'on voit et de ce qu'on peut attraper comme signe. À un moment, quand Dennis Wilson voit que le pilote est complètement obsédé par la fille, il lui dit « She's got burn you », elle va te brûler. Bon, c'est effectivement ce qui lui arrive littéralement et métaphoriquement à la fin. Il se consume, il brûle littéralement. Donc, Tool and Blacktop, disons, ne doit rien, à la différence des autres, au western. Il ne doit rien non plus, on pourrait dire, à l'autre grande matrice dont j'ai très peu parlé, mais qui vient nourrir le road movie des années 70 de manière essentielle, ce sont les années 30. C'est-à-dire que les années 30, dans beaucoup de road movies des années 70, les années 30 sont présentes. Soit elles sont présentes, comme vous allez le voir tout à l'heure dans l'extrait que je vais vous montrer de Point Limite Zéro, elles sont présentes alors qu'on est dans les années 70, et tout d'un coup il y a une résurgence. Soit les années 30 sont présentes, mais alors de plein pied. Bonnie and Clyde est un film de la fin des années 60 qui inaugure ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood et qui inaugure cette période de renaissance du cinéma hollywoodien dans laquelle s'inscrit le road movie. Mais Bonnie and Clyde se déroule évidemment dans les années 30. Dillinger de John Milius se déroule dans les années 30. Nous sommes tous des voleurs de Robert Altman se déroule dans les années 30. Bon, il y en a comme ça beaucoup. Pourquoi dans les années 70, les années 30 font à ce point-là retour? Les années 30, c'est des années terribles. C'est des années où des Américains sont morts de faim. C'est des années de désolation. C'est des années de dénuement. Et pourtant, c'est presque des années désirées par le road movie des années 70. Et c'est sans doute, pour le dire d'un mot, c'est sans doute parce que dans cette période corrompue, qui est celle des années 70, de désillusion politique, de guerre du Vietnam, et de fracas, en quelque sorte, d'un pays exsangue et en guerre civile, quasiment, les années 30 apparaissent, avec le recul et de manière déformée, comme le moment où les États-Unis ont déjà vécu un moment qui risquait de les déchirer, ces années 30. Entre 1930 et 1940, on a dénombré que ce sont 2,5 millions d'Américains qui sont sur les routes ou qui sont dans la transhumance Est-Ouest telle qu'elle est racontée dans les raisins de la colère. C'est-à-dire que 2,5 millions de personnes, ça effectivement laisse des traces, et pas seulement qu'en photographie. Ça laisse des traces aussi à même le corps du pays ou la route. Parce que
une des choses essentielles aussi aux États-Unis, dont parle très très bien Pierre-Yves Pétillon, dont je vous parlais tout à l'heure, l'auteur de ce livre sur la littérature américaine, il dit il n'y a pas besoin de creuser aux États-Unis pour trouver les traces, il n'y a pas besoin de faire d'archéologie, les choses sont laissées là, à la surface. Les carcasses de voitures, les baraques brûlées, les stations d'essence abandonnées, les traces du passé, les traces de l'histoire ne sont pas enfouies, il n'y a pas besoin de faire d'archéologie, c'est pas vertical, c'est horizontal. Tout est là, à fleur de peau, à fleur de pays. Et les années 30, en même temps que c'est le souvenir de ce que dans les années 70, ils sont en train de revivre, c'est-à-dire un risque pour le pays tout entier de démembrement, les années 30 sont aussi vécues comme un moment de vérité, c'est-à-dire le moment où l'Américain a été dans un tel dénuement que ces dénuements l'a en quelque sorte exposé, révélé, et que le vrai cœur de l'Amérique, ou la vérité de l'Amérique, se situe quelque part dans ce moment d'avant la culture de la consommation, d'avant le moment de l'abondance, où quelque chose était encore accessible des vraies valeurs de l'Amérique. Et donc, les années 70 fantasment littéralement les années 30. Et quand on dit d'un côté le western, de l'autre côté les années 30, on comprend que ce qui... Alors là, Easy Rider, bon, je vous ai dit Monty Hellman de manière compliquée, un film comme Electra Gliding Blue, le film de Richard Sarafian, Point Limite Zéro, tous sont obsédés par quelqu'un qui résume en quelque sorte à la fois les années 30 et le western, c'est John Ford. C'est-à-dire Peter Bogdanovich, qui a fait un entretien avec John Ford, qui a fait un film avec John Ford, enfin un film documentaire sur et avec John Ford. Bref, John Ford est en quelque sorte celui qui, dans l'histoire américaine et dans l'histoire du cinéma américain, aurait tout vécu, aurait tout compris, et ce serait en quelque sorte leur Kansas à eux, tous ces cinéastes américains sans maison, c'est John Ford. Et puis bien sûr John Ford pour ce que je vous disais au début, c'est-à-dire Les raisins de la colère. Alors je vais vous montrer, c'est-à-dire en fait voilà aussi deux choses encore. Une chose encore, c'est que pourquoi je vous ai montré, je vais vous montrer Les raisins de la colère et pourquoi Oz, parce que quand dans les road movies des années 70, c'est pas John Ford qui revient, c'est le magicien d'Oz. C'est-à-dire que dans un film comme Boxer Bertha de Martin Scorsese, ou dans Alice n'habite plus ici de Martin Scorsese toujours, ou dans Sailor et Lula de David Lynch, c'est sans arrêt, mais explicitement, des références à tel personnage du magicien d'Oz, à telle réplique du magicien d'Oz. C'est-à-dire que le magicien d'Oz reste, quand c'est pas les années 30, une espèce d'Eldorado, de rêve. Et je disais, David Lynch, non seulement il a fait Sailor et Lula, mais vous savez aussi qu'il a fait un road movie très tardif en 1999 qui s'appelle Une histoire vraie, où c'est l'histoire de... Alors là, c'est comme s'il prenait acte de l'âge du genre, si je puis dire, puisque c'est l'histoire d'un vieil homme qui n'a pas parlé avec son frère depuis 10 ans et qui n'a pas le permis et qui décide de le rejoindre. Il doit traverser 3 États, mais comme il n'a pas le permis, il y va en tracteur. Et donc c'est un road movie à 8 km/h, mais ça s'appelle Une histoire vraie. Le film est absolument formidable. Et là aussi, on retrouve des traces et du magicien d'Oz et des années 30. David Lynch, c'est aussi lui, c'est peut-être moins connu, mais qui a produit un site internet en 2009, réalisé par son fils, s'appelle Austin Lynch. Et qu'est-ce que c'est que ce site ? Ça s'appelle The Interview Project. Vous pouvez le voir, vous tapez Interview Project sur sur Google, et vous allez voir. Et en fait, le Interview Project, c'est exactement, on peut dire, avec les moyens avec le 2.0, c'est au 21e siècle, c'est la même chose qu'ont fait les Dorothy Lange et les autres, et les Walker Evans, et les autres photographes des années 30, quand ils ont documenté un certain état de l'Amérique en voyageant. Ils voyageaient et ils prenaient des photos pour documenter l'Amérique, pour, comme il disait, présenter les Américains aux Américains. Comme si, à un moment où la désagrégation menace, il faut encore présenter son semblable et son dissemblable à l'autre pour que ce peuple fasse encore nation, pour que cette nation tienne encore debout. Et The Interview Project, c'est l'idée de filmer au hasard du voyage des personnes qui racontent en quelques minutes un épisode ou leur vie. Et ensuite, cette vidéo, ce film est posté sur ce site. Et ils ont fait comme ça 121 interviews de The Interview Project et qui donnent en quelque sorte à la fois, sur le site, il y a une carte des États-Unis. C'est comme une cartographie des États-Unis. D'ailleurs,
c'est ça, à mon avis, l'un des grands mérites et l'une des grandes beautés du cinéma américain, c'est que depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, et le road movie exemplairement, on a l'impression que le cinéma américain s'est donné comme mission de cartographier le continent. C'est-à-dire que nous, si on n'est jamais allé aux États-Unis, on a quand même, et encore plus quand on y va, on a quand même l'impression d'un déjà-vu. Et ce déjà-vu, on l'a parce que, comme disait Don DeLillo, l'Amérique est le mythe du monde. L'Amérique s'est tellement filmée, s'est tellement photographiée, les lieux sont tellement en quelque sorte les nôtres, que d'une certaine manière, sans les connaître, on les connaît, et parce qu'ils ont été cartographiés par le cinéma. Quand on a fait le livre avec Jean-Baptiste Auré, on a fait des cartes, nous aussi, où on a pris les films comme documents, si je puis dire, et on a pointé tous les endroits par où passaient les personnages, pour pouvoir, sur une carte des États-Unis, faire des trajets de fiction. Pas le trajet documentaire du tournage, parce qu'on sait bien que tournage et fiction disjoignent, et que ce qu'on croit filmer au Kansas est filmé ailleurs, mais trajet de fiction. Et là, on voit littéralement l'ambition, le fantasme, qui est littéralement de cartographier un pays. Bon. Donc je disais, voilà, quand c'est pas le Magicien d'Oz, c'est les années 30, et quand c'est les années 30, c'est John Ford. Donc on regarde un extrait court de 4 minutes, je crois, des Raisins de la colère. Et vous voyez le dernier plan, la Mother Road, ce que la route mère, telle que l'appelle John Steinbeck, c'est-à-dire la route 66, ce plan-là, dans cet axe-là, c'est évidemment une reprise de la photo très célèbre de Dorothy Lange, parce que dans la documentation qui a servi au chef opérateur Greg Toland et à John Ford, il y a évidemment les photos dont je vous parlais, faites au milieu des années 30 par Dorothy Lange et consorts. C'est une citation ou une référence ou une source avérée et évidente. Bon, c'est un extrait bouleversant quand elle dit truck drivers, la manière dont elle le dit, mais on en pleurerait tellement c'est beau. Mais surtout, cette séquence tout entière n'existe pas dans le roman de Steinbeck. Elle est une pure invention du scénariste, Nunnally Johnson, et elle-même invention, retravaillée par John Ford pour arriver à ce résultat. J'entre pas dans le détail de ce qui est du scénario à la réalisation à changer, mais qu'est-ce qui se joue dans cette séquence? C'est un cours d'économie politique. C'est-à-dire que on y voit... C'est-à-dire qu'en fait, je vais le dire comme ça, c'est ce que peut permettre le road movie, le voyage, c'est-à-dire des rencontres, des expériences, la compréhension de ce qu'on ne comprenait pas, une élucidation des phénomènes. Le personnage joué par Henry Fonda, que vous avez vu au début de l'extrait, donc Tom Joad, le célèbre Tom Joad, le personnage de Steinbeck, est quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'il avance physiquement vers la Californie, avance aussi en conscience, et en conscience politique. Le film Les Raisins de la colère est un film absolument incroyable d'un point de vue politique. Steinbeck disait lui-même, c'est incroyable, mais le film est meilleur que le livre. Il disait, il est plus dur. Il disait, on dirait un film documentaire. Et ce qui est vrai, c'est qu'on dirait d'un film d'avant le code de censure, d'avant 1934, alors que c'est un film de 39. Le film est d'une radicalité politique absolument incroyable. Et je disais, c'est un cours d'économie politique parce qu'on voit bien ce qui se joue là comme expérience, comme dans un jeu de relais. L'homme, le vieillard, entre avec les enfants, il a sa fierté, il est pauvre, mais comme ils le disent au début, on n'est pas des mendiants. Donc, si le pain, c'est 15 centimes, donnez-moi pour 10. Et non, monsieur, c'est comme ça. Et puis, le tenancier du bar, lui, commence là à casser les prix. C'est-à-dire qu'en cassant les prix, il entraîne, en quelque sorte, une réaction en chaîne. En cassant les prix, il provoque une réaction chez sa femme, qui au départ était très arc-boutée, et qui elle-même va faire un prix sur les friandises pour les enfants. Voyant ça, les conducteurs de camions, eux, vont la rembourser au centuple en lui donnant bien plus que ce qu'ils devaient lui donner. C'est-à-dire que la chaîne de l'argent vertueuse qui s'est organisée là et qui détruit évidemment l'autre chaîne capitalistique montrée dans le film, et évidemment la chaîne qui permet
à un peuple de se remembrer, c'est-à-dire de se sentir uni. C'est ce cours d'économie politique qui est fait tout au long des Raisins de la colère, et c'est comme ça que, à la fin, Tom Joad devient cette conscience, et qui dit lui-même à propos du personnage de John Carradine, qui joue une sorte de pasteur converti en quelque sorte aux vertus du syndicalisme militant. Il dit « Cassie a été pour moi une lanterne », c'est-à-dire qu'il l'a éclairé et qui s'est produit, en plus du trajet physique, un autre trajet qui est évidemment un trajet de prise de conscience. Et que ce qui se joue là, c'est presque ce que devrait être l'économie quand on sait qu'elle fonctionne évidemment à l'inverse. Donc, à quelles conditions, en quelque sorte, on pourrait retrouver, sinon le home, du moins réhabiliter quelque chose des États-Unis, c'est-à-dire réenchanter les États-Unis, et c'est ça d'un des horizons du road movie, eh ben, c'est en renouant avec le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui fait nation, we the people, comme il est dit à la toute fin des Raisins de la colère, nous le peuple. C'est-à-dire que le road movie, et c'est en ça, d'une certaine manière, que c'est un genre nostalgique et critique, il entend, et c'est par là que j'en terminerai, ah ben non, je voulais vous montrer un dernier extrait de Point Limite Zéro, mais grosso modo, l'extrait me servira aussi de conclusion. La meilleure définition, dont je suis capable que je puisse donner du road movie, c'est celle-ci, c'est que le road movie, d'une certaine manière, par son mouvement, par son élan, reproduit ou cherche à retrouver l'élan pionnier, l'élan des pionniers. Mais il cherche à retrouver cet élan des pionniers avec une conscience de l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mimer les pionniers, parce que mimer les pionniers, ça voudrait dire, assumer le déni qui est fait du massacre des Indiens. Et donc, c'est comment on va en repasser, parce que l'espace, c'est du temps. Donc, comment, en entrant dans l'espace américain, on va retrouver l'histoire américaine et comment on va faire cette histoire américaine que ne faisait pas le western, ou que le western faisait de manière moins manifeste. Et le road movie va être un genre à la fois élégiaque, disons nostalgique et critique, et qu'il va s'agir pour le bien, en quelque sorte, d'un peuple retrouvé, par le biais du voyage, puisque c'est le langage commun de l'Amérique, il va falloir faire l'histoire qui n'a jamais été écrite de ce peuple tout entier. Et ce peuple tout entier, ça veut dire cette fois-ci n'oublier personne. Et donc, dans des westerns, dans des road movies tardifs, comme par exemple Sun Chaser de Michael Cimino, grand auteur de films de western, ou dans un film comme Dead Man de Jim Jarmusch, c'est littéralement l'Indien qui ressurgit, c'est l'Indien qui revient, parce que si on veut faire peuple, si on est une nation d'immigrés et qu'on est une nation composée de dissemblables, parce que ce qui compose une communauté, c'est pas le semblable, ça c'est du communautaire. Ce qui compose une communauté, c'est le dissemblable. C'est le dissemblable qui doit s'assembler pour faire communauté. C'est à ce prix-là qu'une communauté fait peuple ou nation. Et c'est ça, en quelque sorte, on pourrait dire, l'horizon du road movie. C'est-à-dire que le road movie, sans jeu de mots, devient le véhicule idéal de cette espèce de fantasme, de rêve contre-culturel, de réécriture de l'histoire des États-Unis, qui, cette fois-ci, n'oublierait personne. D'où, évidemment, la manière dont je vous disais que des westerns des années 70 semblent ressembler à des road movies. Je prendrai un exemple. José Wells, hors la loi de Clint Eastwood, se termine, pour le personnage traumatisé qu'incarne Clint Eastwood, se termine par un mélange de son sang avec Ten Bears, le chef Comanche, et c'est dans le mélange de leur sang et dans la cicatrice que José Wells se fait à la main, qu'en quelque sorte la cicatrice qu'il a au visage va enfin cautériser, la blessure va enfin se refermer. L'Amérique, surtout au moment du Vietnam et dans l'après-Vietnam, est un pays blessé, c'est un pays lacéré, c'est un pays à plaie ouverte et qui cherche comment cicatriser. Et le road movie rêve de cette réconciliation, on pourrait dire, nationale. C'est-à-dire que d'une certaine manière, et c'est pour ça aussi que dans les road movies, ils sont souvent pourchassés, ces fameux hippies, c'est que d'une certaine manière, qu'est-ce que le hippie, sinon en fantasme, un Indien blanc? C'est-à-dire que le hippie se rêve comme incarnant lui-même quelque chose du corps du Peau-Rouge, c'est-à-dire quelque chose de ce corps qui a été nié, massacré, spolié, déplacé, qui lui aussi
Et c'est ça qui est, bon, c'est infini, parce que l'histoire des Hokies, ceux de l'Oklahoma qui, dans les années 30, du fait du Dust Bowl, c'est-à-dire ces grands nuages de poussière qui ruinaient les récoltes, ont dû partir en Californie pour essayer de survivre. Ils reproduisent dans leur transhumance à la fois le geste des pionniers et dans leur dénuement invraisemblable où ils sont considérés comme des mendiants et des va-nu-pieds, ils reproduisent évidemment le trajet des Indiens quand ils devaient passer de leur espace à celui de la réserve. Ce qu'on a appelé, entre autres, je crois que c'est en 1888, ce qu'on a appelé la marche des larmes, où des Indiens, sous escorte, ont dû faire à pied des milliers de kilomètres pour rejoindre un point indiqué par le gouvernement, et que, évidemment, nombre sont morts en route. Cette vallée des larmes, c'est en quelque sorte ce que revivent aussi les Hokies, et ce que recherchent, c'est cette histoire, en quelque sorte, non écrite, que le road movie, en quelque sorte, recherche. Je vous montre, pour terminer, je ne sais pas quelle heure il est, mais il est l'heure, un extrait de Point limite zéro, un film de Richard Sarafian qui date de 1970. Voilà. Bon, juste pour finir, donc, voilà, à la fois Le Magicien d'Oz et les années 30. C'est-à-dire que Le Magicien d'Oz, parce que tout l'enjeu du film pour le conducteur, c'est de rêver d'aller tellement vite, le plus vite qu'il peut, puisqu'il a fait le pari absurde de rejoindre 2 points dans l'espace américain qu'il n'est pas possible de rejoindre dans le temps qui lui est donné ou qu'il se donne. Mais disons qu'il cherche à atteindre une telle vitesse que d'une certaine manière, à force de vitesse, il pourrait rejoindre un point qui n'est pas dans l'espace, mais dans le temps. Et que ce temps, c'est un temps passé. Et on va comprendre, en voyant le film, à la suite de flashbacks dans le film, qu'en fait, c'est à la fois une sorte de suicide et le rêve ou le fantasme de rejoindre un point du passé. Donc, lui aussi est dans une quête éperdue d'une origine, Vanishing Point, d'une origine qui lui échappe, d'une origine littéralement impossible à rejoindre, mais s'il ne peut pas la rejoindre, alors plutôt mourir. Et en mourant, d'une certaine manière, il la rejoint. Même si Sarafian, le réalisateur, a dit qu'il avait imaginé une fin où la voiture, de manière absolument irréaliste, passait entre les 2 mâchoires des Caterpillars et incarner ce que par ailleurs le personnage incarne dans le film, c'est-à-dire, comment il est dit, l'esprit de la vitesse. Spirit of Soul. Bon. Mais donc c'est à la fois toujours cette même tension entre l'horizon et l'origine, toujours ce même rêve d'aller au plus loin pour revenir au plus près, et ce rêve qui vire au cauchemar parce qu'il n'est jamais possible de rentrer à son point d'origine, on ne peut pas rentrer au garage. Donc ça serait pour Le Magicien d'Oz. Et bien sûr, les années 30, là, qui ici, dans ce film des années 70, transpirent par tous les pores. Le dernier plan que j'ai laissé avec les carcasses de bagnoles qui semblent là depuis des décennies, on dirait des vieilles Ford qui ont été abandonnées dans une transhumance des années 30. Et comme si, là encore, je vous disais, il n'y a pas besoin de creuser pour trouver les traces de l'Amérique, tout est à fleur de sol. Il y a une scène à peu près équivalente au début d'Easy Rider en termes de carcasse. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais de quand il date? Il date des années 30. Et puis, explicitement, les Caterpillars. Les Caterpillars qui sont ces énormes tracteurs là avec ces bennes devant, ces mâchoires devant. Et les Caterpillars, c'est ceux qui, dans les fermiers expulsés des raisins de la colère, viennent détruire les maisons pour que les fermiers s'en aillent et prennent la route. Il y a je peux pas vous le faire, mais il y a cet échange absolument génial où un spoliateur vient pour virer un fermier et il arrive avec les Caterpillars et il lui dit à peu près, mais j'ai honte de vous le faire là parce que c'est trop génial dans le film, et il lui dit mais c'est pas moi qui t'ai demandé de partir, c'est la compagnie. Mais il dit, mais le fermier, avec son flingue, il dit, mais c'est qui, c'est quoi? Il dit, mais tu sais bien, c'est la Cattle Company, c'est elle qui a acheté les terres. Et il dit, mais c'est qui la Cattle Company? Il dit, mais c'est personne, c'est une société, c'est personne. Et l'autre, il dit, mais alors sur qui on tire? Bon,
Mais c'est ça, sur qui on tire. À un moment, effectivement, l'ennemi s'est un peu, comment dire, propagé et s'est décorporé. Hein. C'est le système capitaliste tel qu'il est décrit dans Les raisins de la colère. Et ici, donc, non seulement les Caterpillars, mais la maison, enfin, le lieu où le piège de la police est tendu avec les deux mâchoires, c'est une maison où sur les deux côtés de la route, il y a des autochtones, si je puis dire, des villageois, des habitants là, de ce lieu qui regardent. Et ils ont tous l'âge d'avoir été enfants dans les années 30. D'abord, ils ont un visage buriné, ils habitent dans des maisons qui ressemblent à des maisons un peu en ruine. On est dans une iconographie qui renvoie immédiatement à l'iconographie telle qu'elle a été fixée dans les années 30. Ça renvoie à cette iconographie de ces paysans qui vont devenir des hobos, c'est-à-dire des vagabonds, hein, du hobos au hippie. Là, il y a comme une sorte de complicité muette par-delà la police. Il y a comme une sorte de compréhension que quelque chose se joue et se perd, qui a commencé avant et qui se termine ici. Alors, ça se termine ici sous forme d'explosion. Ça peut se terminer, dans le cas du road movie, d'autres manières, mais c'est d'autres histoires. Et c'est d'autres trajets, y compris géographiques. C'est-à-dire que tous ces trajets que vous voyez là se déroulent d'est en ouest ou d'ouest en est, c'est-à-dire que soit ils reprennent le trajet de la conquête de l'ouest, soit ils le reprennent en négatif. Et puis il va y avoir les films des années 80 ou 90, où là ça va plutôt être une histoire qui n'a pas été écrite, une histoire qui n'a pas eu lieu, qui serait plutôt des trajets nord-sud. Et c'est les films de Jim Jarmusch, c'est les films de Gus Van Sant, mais c'est une autre forme. C'est-à-dire que ça prend acte, en quelque sorte, du fait que le road movie ne peut pas rejoindre son point d'origine. Et là, ça sera plus des explosions, mais ça va être des dissolutions, ça va être des disparitions. Ça va être, c'est quasiment des films qu'on pourrait dire antonioniens, dans le sens où la figure, en quelque sorte, a du mal même à consister. Et c'est un autre rythme, c'est des balades rêveuses, un peu fantomatiques. C'est pas une autre histoire, c'est la même histoire, mais disons qu'elle se décline autrement, quoi. Et ça, c'est celle, disons, des années 80, 90, dans l'après road movie, tel qu'il a ressurgi et tel qu'il a fleuri dans la première moitié des années 70. Voilà. C'est tout, je m'arrête là. Et je ne sais pas s'il y a des questions, ou si on prend des questions, ou si on a le temps. Si on n'a pas le temps, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Merci.